Bonjour Madame la Ministre et merci beaucoup de nous accueillir dans ce ministère du service public pour le lancement de la première promotion de l'accélérateur d'initiatives citoyennes qui justement prototype une nouvelle façon justement de faire du service public en lien étroit avec la société civile et sa créativité. Donc, je suis Laure Lucchesi qui s'occupe donc d'Etalab à la direction interministérielle du numérique et accompagnée de Pauline Lavagne. Bonjour, je dirige la mission innovation à la DITP, la direction interministérielle de la transformation publique. Et donc ensemble, nous construisons ce dispositif de l'accélérateur d'initiatives citoyennes. Nous voulions vous remercier toutes et tous présents ici physiquement, mais aussi toutes celles et ceux qui sont là en ligne pour suivre le développement de ce programme et de cette initiative. Pour avoir aussi proposé et soumis énormément de dossiers, on en parlera très bientôt à l'appel à candidature qui a été un franc succès. Et donc on est très heureux aujourd'hui aussi de rencontrer nous-mêmes les premiers lauréats de cette promotion, la première promotion de l'accélérateur, de mettre aussi des visages sans masque sur justement les dossiers qu'on a étudiés avec beaucoup d'attention. Donc merci à tous. Etalab a toujours été entre l'intérieur de l'administration et l'extérieur, toujours ouvert vers l'extérieur. Et donc on est très heureux aujourd'hui aussi de développer avec vous et de co-construire au fur et à mesure cette nouvelle offre de l'accélérateur. Merci. Moi je suis très heureuse aussi au nom de la DITP d'accueillir cette première promotion de l'accélérateur d'initiatives citoyennes parce que cet accélérateur c'est la concrétisation d'un des engagements phares du ministère de la Transformation et de la Fonction publique pour un gouvernement ouvert, donc pour la co-construction de l'action publique avec les agents et avec les citoyens, les usagers, les habitants. Donc on se réjouit d'accompagner ces premières initiatives incubées par l'accélérateur et d'accompagner aussi peut-être différemment toutes les autres. Effectivement, il y a eu beaucoup de candidatures, ce qui montre l'intérêt, on en était très heureux, l'intérêt de cette initiative et l'écho qu'elle a su trouver immédiatement dans la société civile. Mais aussi, du côté de l'administration, on a eu beaucoup d'examinateurs qui ont participé et qui ont tous été enthousiastes de faire partie de ce mouvement de rapprochement entre leur travail au quotidien et la créativité et l'énergie de la société civile sur ces sujets d'intérêt général. Merci. Madame la Ministre. Alors, sans plus attendre, mesdames, messieurs, oui, c'est bon. D'abord, vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver, de vous réunir ici dans ce ministère qui est effectivement, comme on vous l'a dit, le ministère du service public, et de vous retrouver pour ceux d'entre vous qui étaient à la Croix-Rouge en décembre dernier, à Montrouge, quand nous avons donc lancé cet accélérateur d'initiatives citoyennes. Nous nous étions donné rendez-vous pour annoncer la composition de la première promotion donc, de cet accélérateur. Nous y voilà, et je vous remercie d'avoir répondu présent, nombreux, pour que nous puissions voir comment nous sommes passés d'une intuition que certains d'entre vous avaient depuis longtemps à donc, un appel à projet et aujourd'hui donc le lancement d'une nouvelle initiative. D'abord vous dire pourquoi, et nous croyons très fermement à ce rôle essentiel des initiatives des citoyens, et donc des citoyens, qu'ils soient citoyens individuels, mais aussi citoyens réunis en collectif, en association, en entreprise œuvrant pour l'intérêt général. Le président de la République l'avait dit le 15 décembre dernier, dans le cadre du sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert. Il est essentiel aujourd'hui, et encore plus au sortir de cette crise sanitaire, de renforcer les ponts d'un côté entre le monde de l'administration, celle qui connaît la chose publique, celle qui est celle donc, ancrée dans le service public, et donc rapprocher cette administration de tous les citoyens, de toutes les associations, les collectifs qui contribuent à l'intérêt général, au bien commun, qui ont des idées, qui veulent apporter leur aide et qui veulent résoudre des problèmes auxquels nous faisons face et que nous connaissons tous et qui sont au cœur de grands défis de société actuellement. Je pense qu'il faut couper votre micro, si ça aidera à ce qu'il y ait moins d'effets déjà. Ah. Alors pourquoi faire cela ? Parce que les associations, les entreprises, les collectifs citoyens, les Françaises et les Français engagés, qu'ils soient individuellement ou collectivement engagés, on le voit, nous permettent d'augmenter le service public, nous permettent d'aller au-delà de ce qui est fait chaque jour par les agents publics, engagés également. Et ces citoyens engagés que vous êtes nous amènent sans cesse à repousser les frontières de ce qu'est le service public et donc nous permettent d'inventer
de nouveaux services, de nouveaux modèles d'action. Et on le sait, la crise sanitaire a été particulièrement révélatrice en la matière, puisque un certain nombre de sujets, non seulement sanitaires, mais aussi d'inclusion, de préservation de l'environnement, d'insertion, de développement local, sont des domaines où des citoyens prennent des initiatives. Les projets d'aujourd'hui vont le démontrer. Et puis, on a d'autres domaines d'action où nous devons sortir d'une vision d'une administration, ce que j'appelle forteresse, qui déciderait des politiques publiques seule, qui ne chercherait pas potentiellement l'effet de levier auprès des citoyens et qui ne s'appuierait pas sur l'ingéniosité, sur les idées, sur l'énergie de chacun. Faire société, on le voit, c'est aussi encourager tout bonnement l'engagement citoyen. Pendant le Covid, pendant cette crise ukrainienne, nous voyons que beaucoup de citoyens veulent aider et il serait très dangereux de se priver de cette volonté de servir l'intérêt général. Alors en conséquence, évidemment, il a fallu que l'État se remette en question et qu'il décide de changer d'approche. Et on le sait, on en avait parlé ensemble à Montrouge, il y a 3 écueils que nous devons à tout prix éviter. Le premier écueil, c'est l'administration qui cherche, quand elle voit une initiative apparaître dans un domaine, à absorber ou à phagocyter ces projets, et qui, le risque, c'est que ces projets perdent leur caractère citoyen ou leur caractère innovant. Premier écueil. Deuxième écueil, c'est non pas de vouloir l'absorber, mais de vouloir stopper l'initiative, de vouloir l'arrêter, la faire fermer. Et au fond, c'est de se dire qu'on ne reconnaît pas dans ces initiatives un service de l'intérêt général, et on les voit seulement en concurrence avec l'action publique. Et dans ce cas, l'administration se dit concurrent, il vaut mieux que ces initiatives juste disparaissent. Troisième écueil potentiel, c'est au fond d'être indifférent, que l'administration ne tienne pas compte de cette action, qu'elle la considère comme parallèle, voire comme inexistante, et donc là aussi qu'elle ne se serve pas de ces initiatives pour s'améliorer, créer des partenariats et aller plus loin et toucher potentiellement de nouveaux publics. Comme souvent, on voit bien que la solution n'est ni d'absorber de phagocyter, ni de stopper ou de fermer l'initiative, ni évidemment de les ignorer ou d'être dans l'indifférence. C'est bien de travailler en partenariat, c'est donc on travaille en association, c'est dépasser le strict statut des uns et des autres, ceux qui seraient dans les administrations et ceux qui en seraient en dehors. Et vous êtes nombreux, ici je reconnais beaucoup de vos visages, à avoir appelé à ce que précisément nous passions ce problème entre guillemets de frontières et que nous soyons capables de créer comme une nouvelle filière de services publics, une filière qui s'appuierait sur des idées, sur des initiatives qui viendraient de ces citoyens, de ces associations, de ces collectifs. Évidemment, ce ministère est le lieu, je crois, peut-être idéal pour précisément construire ce service public du XXIe siècle, augmenter donc des initiatives citoyennes. Et pour concrétiser cette vision, c'est bien tout le mode de fonctionnement de l'État qui doit changer en profondeur. Changer d'abord pour être capable de mobiliser toutes les parties prenantes et donc de développer une vision partenariale de sa mission de service public. Changer aussi dans sa culture, et c'est pourquoi le président de la République avait fait le lien entre la réforme de la haute fonction publique et de la fonction publique que nous menons et cette nouvelle vision du service public qui doit pouvoir donc dépasser nos cadres installés. Et puis je suis convaincu que dans cette action publique du XXIe siècle, l'État doit non seulement jouer un rôle d'entraînement, mais doit aussi pouvoir s'appuyer, écouter ceux qui proposent des idées qui ne viennent pas nécessairement de ses propres rangs, ne sont pas nécessairement des agents publics. Alors nous avions donc lancé en décembre citoyen.transformation.gouv.fr. Nous avons appelé largement des projets à candidater et je dois vous dire que nous avons été très surpris positivement puisque c'est plus de 200 projets qui ont été déposés pendant la période de candidature. Donc le premier message pour vous, d'abord, c'est de vous remercier les uns et les autres, d'avoir pris le temps, alors un temps court puisque nous avons fait les choses de manière simple, d'avoir pris le temps de réfléchir à votre souhait les uns et les autres de vouloir contribuer à cet intérêt général. Ces 200 candidatures sont le reflet de projets très variés, à la fois en termes de domaine d'activité, mais aussi dans leur localisation, partout en France, de leur maturité. Nous nous étions engagés à faire un processus de sélection très court, uniquement orienté sur les objectifs, les besoins et les enjeux. La moitié des dossiers avaient été déposés d'ailleurs par des associations, un quart par des individus, un quart par des entreprises. Et donc le premier message que j'ai pour vous, c'est vraiment de me réjouir de cette très large mobilisation que cette initiative que nous avions lancée a pu très vite connaître. Je dois vous dire aussi que nous avons tous été très impressionnés par la qualité des projets qui ont été présentés, par leur diversité, et donc par, au fond, le foisonnement d'énergie
d'aspiration individuelle et collective à servir le bien commun, servir l'intérêt général, qui donc était présent dans notre pays, mais que potentiellement nous laissions un peu, comme on disait, dormir de côté, ou ne regardions pas ces projets comme pouvant contribuer autant que nous le voudrions à notre intérêt général. Ça prouve une chose, c'est que les Français sont engagés. Ça prouve donc que les candidatures reçues montrent qu'il y a des citoyens, individuellement ou collectivement, qui souhaitent travailler avec l'État, et ça prouve donc, au fond, la raison d'être du dispositif et le fait que c'était bienvenu d'ouvrir cet accélérateur. Alors, évidemment, quand vous recevez 200 très bons projets, il est difficile d'en choisir un petit nombre qui vont bénéficier en particulier de l'appui du ministère, des différentes administrations. Nous avions donc annoncé que nous réunirions un panel de 15 citoyens, là aussi que je voudrais remercier. 15 citoyens qui, ils nous en parleront, ont reçu un appel probablement un peu surprenant pour mener une expérience un peu surprenante dans leur quotidien. Et ce sont donc des hommes et des femmes d'âge, de profils variés qui se sont réunis fin janvier pendant 2 jours pour examiner ces dossiers. Là aussi, j'aurai l'occasion de pouvoir remercier 2 d'entre eux qui sont avec nous aujourd'hui et de pouvoir aussi avoir leur retour sur la manière dont ils ont vécu cette expérience, qu'est-ce qu'ils en retirent, quels sont les conseils aussi qu'ils nous donnent sur la manière de poursuivre de la strictement même manière ou un peu différemment dans le futur. Nous avons aussi mobilisé une 30aine d'agents publics au sein de mon ministère, donc avec la direction interministérielle de la transformation publique et celle donc, de la délégation interministérielle au numérique, et pour essayer précisément de faire vivre dès le départ cette vision partenariale. Et là aussi, je tiens à remercier ces agents, je tiens à remercier à la fois Laure Lucchesi d'Etalab et puis Pauline Lortig pour la DITP, pour toute l'implication que vous avez eue à faire vivre, comme vous le disiez, une vision d'une administration qui n'est pas fermée, mais qui cherche précisément à passer les frontières, et le numérique notamment y aide particulièrement. Je vous disais, c'est un changement culturel. C'était donc une aventure et une expérience pour tout le monde, parce que vous regardez les nombreux agents des différents ministères présents ici aussi, c'est un nouveau départ d'une vision du service public que nous voulons élargir et être fer de lance de ce changement que je crois beaucoup de Français attendent aussi d'une administration qui est moins auto-centrée et qui regarde un peu plus ce que la société propose. Alors grâce à ce travail, nous avons identifié 9 initiatives lauréates qui constituent la première promotion de l'accélérateur d'initiatives citoyennes. Elles seront présentées cet après-midi évidemment. Mais nous avons souhaité peut-être d'abord revenir sur le processus et donc pouvoir donner la parole aussi aux citoyens qui ont contribué à ce choix. Vous le voyez, c'est vraiment l'engagement des Françaises et des Français que nous avons mis au cœur, l'intérêt général avant tout, indépendamment du statut des uns et des autres. Et je souhaiterais que nous puissions, après ce petit échange avec les citoyens qui ont participé à notre jury, pouvoir évidemment vous présenter ces 9 initiatives et que nous puissions échanger sur vos attentes en tant que porteur de projet, les perspectives, et puis ce que vous avez vécu aussi pendant cette période un peu nouvelle d'un État qui s'ouvrait à vos engagements et pas seulement à ses propres projets ou à sa propre vision de la France d'aujourd'hui et de ses besoins. Merci beaucoup. J'invite donc à me rejoindre les 2 citoyens tirés au sort au départ, volontaires, pour qu'on puisse échanger avec vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour Madame la Ministre, bonjour à toutes et tous. Effectivement, avant de rompre le suspense sur les lauréats de la première promotion de l'accélérateur d'initiatives citoyennes, nous voulions revenir sur les modalités originales de l'examen des 187 dossiers. Comme vous l'avez rappelé Madame la Ministre, 15 citoyens y ont été associés. Et vu l'objet de l'accélérateur, c'était pour nous important et même évident qu'il fallait des regards citoyens sur les dossiers déposés. Alors concrètement, 15 citoyens ont été mobilisés, 2 jours, pendant lesquels ils ont d'abord une présentation des objectifs de l'accélérateur. Ils ont aussi eu des témoignages d'acteurs associatifs qui soutiennent l'accélérateur et enfin des discussions avec des chercheurs sur l'évaluation et les enjeux de l'évaluation de dispositifs publics. Ensuite, ces citoyens ont eu accès aux 187 dossiers, sans filtre, sans pré-tri, vraiment avec une grande liberté aussi dans la façon de s'organiser pour consulter et attribuer une note d'intérêt général à ces projets.
Donc Nathalie Ruhlmann et François Ledoux, vous avez accepté de participer à ce panel et de venir témoigner. Merci beaucoup à vous. Et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez accepté de prendre part à ce panel et puis comment ça s'est passé effectivement pour vous? Je ne sais pas, Nathalie, si vous voulez commencer. Alors, ça a été vraiment un hasard en fait de se retrouver jury de cette aventure. Et ça a été vraiment 2 jours très intenses, vraiment. Très intéressante parce qu'il y a vraiment de tout en fait au niveau des projets. Il y avait vraiment de la petite feuille simple avec une idée super mais qui n'était pas du tout développée, à la grosse, l'idée qui était bien construite, etc. Puis du coup on se demandait s'ils avaient vraiment besoin de votre aide ou pas. Donc c'était compliqué, c'était intense, mais je pense qu'on a, les jurys, on a passé une belle aventure en fait. Hein. C'était assez impressionnant en fait. Je sais pas. Moi, pareil, par curiosité, j'y suis allé. J'avais déjà entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat, donc j'étais curieux de voir un peu les rouages, qu'est-ce qui se passe dans les ministères, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'ils interviennent, les citoyens. J'ai pas été déçu, 200 dossiers en 2 jours, comment vous dire, voilà quoi, il y a eu du boulot. On a vraiment été, on n'a pas été influencé ni rien. On nous a donné peut-être quelques outils pour pouvoir déterminer ce qu'est l'intérêt général et donc quelles étaient nos missions. Et au-delà de ça, on n'était vraiment pas d'accord les uns avec les autres. Quand on a fait le résultat, on a vraiment noté chacun consciencieusement, un peu dans notre bulle. Et à l'arrivée, quand on a mis en commun les résultats, on n'était vraiment pas d'accord. Vraiment de tout en fait. Zéro consensus. Donc vraiment c'est au mérite, ceux qui ont été sélectionnés, bravo. J'ai du coup une question pour vous. Est-ce que ça a changé votre regard sur le service public et peut-être vous a amené à réfléchir à des sujets qui n'étaient pas dans votre champ professionnel? Je crois que ni l'un ni l'autre vous n'avez de lien avec le service public. Non. Et première question, et puis après j'en ai une deuxième. Honneur. En fait, moi je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'idées et que de pouvoir en fait justement les créer, les ouvrir, les développer, c'était en fait fantastique parce que de savoir qu'il y avait vraiment des idées de toutes sortes et de savoir qu'on peut être soutenu pour les développer, pour voir à peu près au-delà de notre petite région, de notre petit entourage. Je trouvais ça très très intéressant en fait. Je savais pas que c'était possible en fait. Je savais pas qu'on le proposait en fait. Alors, on le propose que depuis le mois de décembre dernier. C'est ça, mais du coup, j'en avais pas entendu parler. Oui, parce que pour l'instant, on était dans un processus un peu expérimental, mais qui allait beaucoup plus loin que notre attente. On n'imaginait pas qu'on aurait quasiment 200 dossiers dès le premier coup. Et vous, quelle était l'image que vous aviez justement du service public en termes d'innovation, de capacité justement à se fonder sur des idées qui venaient pas forcément de l'intérieur des ministères? Est-ce que c'était un sujet que vous aviez déjà eu en tête ou une question que vous n'étiez jamais posée? Une question que je me suis jamais posée, vraiment, en fait. Et vous avez une bonne image, a priori? Maintenant, oui, en fait. Du coup, je me suis rendu compte que ça sert à quelque chose, en fait. De quoi? En fait, le service public sert à quelque chose. On peut avancer, on peut innover, on peut créer des trucs. Ouais, c'est pas mal. Bon, en fait, ce n'est pas qu'une entité lointaine. Lointaine, pas qu'une grande machine. C'est ça, tout à fait. Et vous? Ça marche? Non. Je connaissais même pas l'existence de ce ministère, pour tout vous dire. Donc j'ai appris ce que c'était, du coup. Mais plus que ça, j'ai trouvé que ça le rendait plus humain. Vraiment, c'était imparfait. Voilà, c'est des hommes, des femmes qui se débrouillent avec ça. On n'a pas été brimés. On était vraiment en démocratie. C'était un vrai exercice de démocratie. Donc ça l'a rendu plus humain, moins froid, moins machine de guerre, où on se dit, mon Dieu, on envoie notre lettre un peu comme une bouteille à la mer, et puis à l'arrivée, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bon, vaut mieux pas savoir ce qui se passe, mais j'ai trouvé même que c'était encourageant. Ça m'aurait donné envie, si j'avais su qu'il y avait eu cette initiative, ça m'aurait donné envie de participer, pourquoi pas, parce que tout le monde a des projets. Et puis même pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, il y a des projets, je dis, bouge pas, ça c'est intéressant. Ça. Il y a des choses qui existent déjà, mais qui sont embryonnaires, quoi, mais c'était intéressant. Est-ce que vous êtes désengagé, au sens où est-ce que vous êtes déjà participant d'une initiative associative dans votre vie personnelle? Je suis déléguée des parents d'élèves. C'est un engagement. C'est un début. Voilà. Moi, je suis volontaire dans une association, oui, depuis plusieurs années. Et qui fait quoi, cette association? Aide, c'est pour la lutte contre le VIH et MST, etc. Les épidémies, tiens.
un sujet qui nous a un peu occupé, effectivement, voire beaucoup occupé. Autre question, quand vous avez été appelé, au moment de vous dire, bon, j'y vais, c'était quoi, au-delà de la curiosité, de se dire, voilà, il y a des conventions citoyennes, c'était vraiment ça, j'ai compris de votre côté. Vous, quand vous avez reçu l'appel, vous vous êtes dit, qu'est-ce que vous êtes dit? C'était aussi également de la curiosité, en fait, hein, parce que c'est vraiment, moi non plus, en fait, ce ministère-là, je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler, désolée. Et c'est vrai que oui, c'était de savoir un peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, en fait. Hein. Est-ce que si des gens, si on répète l'exercice, ça vous dirait de participer à une prochaine expérience ou pas? Est-ce que vous recommanderiez? Mais alors, par contre, ça ne sera pas 200 dossiers, là, en fait. Hein. Donc, on se prépare. On a déjà une deuxième session normalement prévue au mois de juin. On ne sait pas combien de dossiers il y aura, mais on sait que c'est 2 jours, donc il faut y aller mollo, quoi. On boira beaucoup de café. D'accord, donc je comprends que je retiens en sous-titre 1, c'était très intense. 2, ça c'est très intéressant que vous disiez qu'en fait la perception individuelle de ce qu'est l'intérêt général n'est pas unanime au départ, ce qui montre aussi que faire des choix c'est compliqué et que des projets pour certains sont très intéressants pour le bien commun, d'autres selon sa propre perspective sur où est-ce qu'on vit, vraiment, là où parce on vit. On en discutait entre nous, mais on ne s'influençait pas et c'est vrai qu'on avait vraiment des idées complètement différentes en fait. Hein. Et ce qui était du coup intéressant parce que des vues différentes sur les différents dossiers en fait. Et ça fait vivre du coup la démocratie. Parce que la démocratie, c'est de trouver un consensus à partir d'opinions divergentes. Donc vous avez fait un vrai exercice démocratique. Oui. Après, il y avait des gens en mode prof de philo qui mettaient jamais, enfin une bonne note c'est 12 par exemple. Chacun vient avec on va dire, sa sensibilité. Mais de toute façon, on n'avait pas le temps de s'influencer, hein, puisque avec 200 dossiers, je vais vous dire, voilà, pas le temps de traîner, on y va. On n'était pas sûr en fait au début de pouvoir tous les faire. Donc on y est allé un peu en mode, on est indulgent, on fait au mieux. Et puis l'envie faisant, on avait vraiment envie de voir tout ce qu'il y avait, quoi. Donc c'était une avalanche de dossiers, quoi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant que peut-être certains de vos chouchous vont se retrouver dans la liste des 9 lauréats que je vais dévoiler ou pas? J'espère que vous en retrouverez au moins un chacun. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Moi, pour la prochaine fois, j'aimerais bien savoir, parce qu'on fait un peu comme le jury Miss France, là, il y a la partie publique et il y a la partie jury technique. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe du côté du jury technique, les pourquoi, du comment. Enfin, on veut savoir tout le processus. Alors ça, je pourrais y revenir. Il y a effectivement, à partir de vos observations de citoyens, il y a eu en gros 2 filtres qui ont été passés pour choisir les 9 en question. Il y a est-ce qu'on est vraiment capable aujourd'hui d'aider les projets? Donc en gros, est-ce qu'on a les équipes en face? Est-ce qu'on a les moyens d'aider? Parce que ça ne sert à rien de promettre à des équipes le fait qu'on peut les aider si on n'a pas trouvé du côté ministériel ou du côté de la politique publique la manière de faire tandem. Sinon, c'est un peu une fausse promesse. La deuxième chose, c'est aussi de voir qu'est-ce qui est le plus utile. Il y a un certain nombre d'initiatives qu'on peut déjà orienter directement vers telle ou telle équipe, vers tel ou tel ministère, sans passer par un programme justement un peu intermédiaire. Il y a beaucoup d'initiatives numériques que notre ministère, par exemple, va directement mettre en valeur, parce que c'est un des souhaits d'un certain nombre d'initiatives. Il y a d'autres qui étaient très spécifiques, on a déjà trouvé le ministère, le contact qu'il faut, et donc c'est parti, au fond on n'a plus de rôle à jouer nous-mêmes. Donc on a vraiment ciblé sur là où on pense qu'on a une vraie valeur ajoutée, et là où on a en face des équipes disponibles selon les politiques publiques. Et donc il y a des projets qu'on a bien envie de soutenir, mais qu'on ne va pas annoncer aujourd'hui, parce qu'on a besoin que du côté du ministère notamment concerné, il faut aussi qu'ils s'organisent. C'est un peu, vous savez, un processus à 2 entrées. Non seulement le citoyen, l'association, le collectif qui a une idée, mais il faut aussi que de l'autre côté, le ministère soit prêt à en tirer le meilleur d'un point de vue collectif. Et donc il faut que les gens soient là et disponibles. Donc c'est ça le filtre. C'est pas tellement un filtre de contenu, mais plus de est-ce qu'au moment où on se parle, on a de quoi vraiment les aider à grandir, ou est-ce qu'en fait, par un simple mise en relation, les choses vont par elles-mêmes avancer. Donc il n'y a pas eu de main invisible, il n'y a pas eu de tripatouillage, et donc je crois qu'on est mûr pour que je vous présente donc ces lauréats. Merci beaucoup, merci pour votre temps, votre implication. Donc nous voilà mûrs pour avancer, et merci pour à la fois le partage de votre expérience, et j'espère qu'effectivement participer à ce panel
aura été un moment précieux, positif. Et si ça peut changer votre regard sur le service public, la manière dont on fonctionne, j'en suis évidemment très heureuse. Derrière, vous savez, vous disiez la machine un peu impersonnelle, il y a beaucoup d'hommes et de femmes et qui sont, eux, engagés parce qu'ils veulent d'abord servir l'intérêt général et donc ça les intéresse profondément de voir aussi comment ils peuvent en parler avec d'autres qui sont aussi engagés, même s'ils ne sont pas agents publics. Alors les 9 projets, attention, attention. Comme je vous l'ai dit, ils sont très divers, ils sont très riches. Le premier dont je voudrais vous parler, alors il n'y a pas un ordre qui dirait que c'est plus intéressant, c'est même pas par ordre alphabétique, donc c'est vraiment, c'est comme ça. Le premier donc, c'est Wikidia. Donc c'est une initiative qui cherche à développer une encyclopédie collaborative et libre pour les 9-13 ans, afin donc de renforcer l'esprit critique des jeunes, en particulier sur les informations qui sont disponibles en ligne, donc pouvoir faire la part des choses entre ce qui est une information, ce qui est une opinion, ce qui potentiellement est une fausse information, et leur apprendre à contribuer à un commun. C'est un peu Wikipédia pour les 9-13 ans, en ayant l'objectif aussi que ce soit un outil pédagogique pour les enseignants, pour que les choses puissent avancer, mais vous nous en parlerez puisque vous êtes là. Deuxième projet, c'est Permis de construire. Là, c'est un projet qui cherche à accompagner des personnes sous contrôle judiciaire, pour notamment favoriser le développement des travaux d'intérêt général, pour des personnes qui sont en attente de jugement, ou qui sont en sursis, ou qui sont sortant de détention, avant donc un processus que l'on souhaite de réinsertion dans la société, et qui lutte réellement contre la récidive. Troisième projet qui a été choisi, c'est un projet qui s'appelle Sport inclusif, porté par l'association Les Enfants de la Balle, pour donc permettre aux enfants en situation de handicap de pratiquer une activité sportive dans le club ou l'association de leur quartier, et donc développer le sport handicap. Quatrième projet, c'est le projet Parlons démocratie, qui est un projet pour former les Français, notamment les plus jeunes, à la connaissance de leurs institutions, au fonctionnement de la démocratie et à la délibération démocratique. Cinquième projet, c'est bien cela, ça s'appelle Open Data University. Donc là, c'est le collectif qui s'appelle Latitude qui l'a proposé. Et le but, c'est d'initier à l'open data des élèves inscrits dans une formation de l'enseignement supérieur dans le domaine du numérique, au fond pour faire émerger les futurs Covid trackers, les futurs communs, et former donc à l'open data pour que les étudiants connaissent les possibilités et puissent ensuite les faire vivre au gré de leurs envies, s'ils n'ont pas de projet tout de suite, qu'ils en aient pour la suite. Autre projet, c'est Make Sense qui nous a donc proposé un service national universel augmenté pour accompagner et former les jeunes qui souhaitent s'engager pour l'intérêt général dans 5 thématiques prioritaires, dont une sur le climat et une sur l'aide aux personnes âgées et isolées. Autre projet, c'est InfoClimat, qui est un projet pour mobiliser des données météorologiques et climatiques ouvertes pour renforcer la prise de conscience du changement climatique et former les citoyens aux enjeux météorologiques. Vous voyez, il y a beaucoup de diversité, comme je vous le disais. Ensuite, le projet Madada, qui est porté par Open Knowledge. Là aussi, c'est pour renforcer la transparence de l'action publique en favorisant l'ouverture des données et documents administratifs non couverts par un secret protégé par la loi, donc pour faire connaître aux citoyens leurs droits et aussi travailler avec les administrations sur des pratiques d'ouverture de leurs données. Et puis, dernier projet, le 9e, projet qui s'appelle Vivons en forme, porté par l'association Fédérons les villes pour la santé et qui vise à lutter contre les maladies chroniques pour renforcer les actions de prévention en santé en mobilisant tous les leviers à la disposition des communes, comme la restauration scolaire, la politique sportive ou encore la pédagogie auprès des enfants et des parents. Donc vous le voyez, des projets très différents qui ont des points de départ différents, vous allez nous en parler, et qui vont tous donc pouvoir bénéficier d'un accompagnement de 3 mois par l'administration. Nous avons défini, comme vous le savez, donc un dispositif d'accompagnement sur mesure pour les projets sélectionnés. Nous aiderons ces projets en leur ouvrant les portes de l'administration, en élargissant leur réseau d'interlocuteurs publics. Nous les aiderons aussi à déployer leur initiative dans plus de territoires. C'est une première des demandes, c'est certains ont déjà un territoire d'élection, comment ils peuvent élargir leur zone de jeu, si on peut parler ainsi, pour vraiment les mettre en réseau avec toute la communauté de l'innovation publique. Vous savez qu'on a un laboratoire d'innovation publique par région maintenant, et qui donc permet aussi de faire connaître ces projets au-delà de là où ils sont nés. Nous pourrons les aider à utiliser les données, les outils numériques librement réutilisables que l'administration met donc à disposition.
Nous pourrons aussi, pour certains d'entre eux, les accompagner, pour notamment en termes de protection des données à caractère personnel ou dans les règles de protection cyber, les projets soient vraiment très solides et puissent passer à l'échelle. Et donc, je salue vraiment tous les agents publics qui seront référents dans les administrations des lauréats, que ce soit au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la Transition écologique, et qui sont là aussi présents. Donc, merci à vous, chers agents publics accueillants, si on peut vous appeler ainsi, qui auraient donc à être particulièrement mobilisés pendant ces 3 mois. Et donc, vous voyez, en bref, au fond, l'administration va offrir sa force de frappe à ces projets citoyens qui sont retenus. Plus largement, j'aimerais aussi m'adresser aux porteurs de projets qui n'ont pas été retenus, puisque nous voulons, au-delà même des candidats à l'accélérateur, créer une communauté de ceux qui veulent s'engager. Et donc, un certain nombre de projets, une quinzaine d'entre eux, vont se voir proposer ce qu'on appelle un coup de pouce. Donc, c'est une première mise en relation ou un conseil pour amorcer ou consolider un projet de développement. Je pense notamment à des personnes qui ont candidaté avec parfois seulement une idée, comme vous disiez, madame, un papier, une idée peut-être nouvelle, mais voir comment on passe de l'idée au début d'un projet et comment, au fond, on fait aller un peu plus loin que la seule étincelle pour que ça devienne un peu plus concret. Et puis, pour tous les candidats, nous allons organiser une série d'événements ouverts, thématisés par champ de politique publique, qui vont pouvoir associer aussi les acteurs publics concernés. Nous ferons tout ça donc, dans les prochains mois, là, avant l'été. Et 3 événements seront ainsi proposés pour tous les dossiers candidats. Un événement autour de la santé et des solidarités. On a 55 dossiers dans ce champ-là. Et donc ça donne matière à pouvoir organiser un échange collectif. Un autre événement autour d'éducation, jeunesse et sport, puisqu'on a reçu 41 dossiers dans ce champ-là. Et puis un 3e événement sur la transition écologique. Là aussi, 37 dossiers reçus. Donc ça donne matière à pouvoir aussi que ces projets échangent entre eux. Parce qu'il y a non seulement l'échange avec l'administration, mais il y a aussi l'échange entre porteurs de projets. Le but maintenant, ça va être de bâtir des partenariats plus forts avec les réseaux qui sont actifs dans le domaine de l'intérêt général. Là aussi, vous remercier, vous saluer. Certains d'entre vous étaient présents à Montrouge. Et c'est aussi grâce à vous qu'on a pu aller susciter, j'allais dire, des vocations, mobiliser vos écosystèmes. Vous avez été donc clés pour faire émerger des projets, faire émerger des initiatives. Nous allons continuer à travailler avec vous, évidemment. Et que vous puissiez nous dire aussi, au fil de l'eau, quelles sont les initiatives prometteuses que vous identifiez et comment, réciproquement, vous voudriez qu'elles puissent être accueillies dans nos administrations et potentiellement ensuite reprendre le cours de leur croissance avec un certain nombre d'entre vous qui êtes particulièrement déjà mobilisés pour le faire. Voilà, donc on va devoir bâtir beaucoup de choses. Au fond, on a posé les premières briques. On voit bien le potentiel et la grande maison que ça peut construire si on s'y met ensemble. On voit aussi que c'est vraiment le début d'un changement à la fois de culture, de fonctionnement. Un nouvel appel à candidature sera ouvert en juillet pour une nouvelle promotion qui pourra donc commencer en septembre. Et on voit bien que c'est ensemble qu'on pourra construire ce service public du XXIe siècle qui sera donc, on l'espère et on le souhaite, plus proche, plus bienveillant, plus humain. C'est un mot que vous avez utilisé l'un et l'autre. Un service public donc qui aussi soit plus efficace avec des résultats concrets dans la vie de chacun, où les citoyens se retrouvent au fond dans l'action publique qui est menée. Et puis surtout, un service public plus innovant, qui s'appuie sur ce que les Français ont comme idée. Et on pense que c'est un bon moteur d'innovation que de partir des idées qui existent, plutôt que d'attendre qu'elles tombent du ciel. En fait, elles sont déjà là sous nos yeux. Et donc, c'est à nous de les faire grandir. Voilà donc pour la présentation. Je vais appeler maintenant un certain nombre d'entre vous qui êtes donc des lauréats à venir me rejoindre pour qu'on puisse à nouveau échanger et puis avoir avec la salle aussi un certain nombre de questions sur à la fois le projet lui-même qui est le vôtre, mais aussi l'initiative et voir comment vous jugez tout ce mouvement. Merci beaucoup. Pardon. Donc j'appelle sur scène Margot de Bézieux pour le projet Sport Inclusif, Augustin Courtier pour Open Data University et Irène Colonna d'Istria pour SNU Augmenté. Je vous invite à vous installer.
Donc merci beaucoup. On n'a pas pu mettre tout le monde sur scène, malheureusement, donc désolé, mais on aura effectivement des échanges avec les quelques lauréats qui sont présents. Tout le monde n'a pas pu être là, mais on aura après des échanges avec la salle. Donc je vais commencer par vous, Augustin Courtier. Merci pour le projet et félicitations, bien sûr, à toutes et tous pour le projet Open Data University. Alors c'est vrai que moi, du point de vue d'État Lab, qui est en charge de l'open data, c'est un projet qui nous a particulièrement plu. Mais donc vous allez nous en dire plus sur ce projet-là. Le principe, c'est de former dès les études les étudiants à l'open data, ce qui permet à la fois aussi de systématiser finalement la production de services qui réutilisent les données publiques, de détecter aussi des talents dans le numérique qui sont sensibles à cette notion de l'intérêt général. En somme, en fait, vous allez susciter les Guillaume Rosier de demain, c'est bien ça ? On espère en tout cas. Et merci pour la confiance dans le projet. On est ravis d'être sélectionnés. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à faire que cet accélérateur existe. Effectivement, Latitude, on existe depuis 5 ans et ça fait 5 ans que notre but, c'est de faire en sorte que les professionnels du numérique aient cette conscience de l'intérêt général, d'une part pour mettre à profit leurs compétences au service de projets sociaux environnementaux et d'autre part aussi pour apprendre à maîtriser les externalités potentiellement négatives du numérique en termes d'impact environnemental, de diversité, d'accessibilité, de protection des données, etc. Et donc c'est vrai qu'avec ce projet-là, notre but c'est vraiment de faire en sorte que, entre guillemets, les Guillaume Rosier de demain, mais il y en a plein d'autres, on peut en citer d'autres, émergent en systématisant, en fait, en créant un programme où le but c'est que toutes les écoles, toutes les universités qui souhaitent y participer puissent le faire, et par ce biais-là qu'elles sensibilisent d'une part leurs élèves aux enjeux de l'open data, et d'autre part que dans le cadre des projets que les élèves doivent faire pendant leurs études, qu'ils puissent travailler sur une première réutilisation de données publiques pour créer un service public augmenté, et que cette expérience-là leur donne envie de le faire sur le long terme, que ce soit bénévolement, que ce soit professionnellement, et on espère qu'en tout cas avec ce programme-là, on réussira à le faire. Moi j'ai une question pour vous. Par qui vous avez connu cet appel à projet et qu'est-ce que vous en avez pensé a priori? Qu'est-ce que vous attendez aussi de cet accélérateur au-delà évidemment de faire connaître votre initiative? Voilà, qu'est-ce que vous en attendez? De quoi vous avez besoin? Alors, on a connu l'accélérateur parce qu'on travaille avec l'ADINUM depuis 3 ans, notamment avec le programme Entrepreneurs d'intérêt général, qui est un programme formidable que je vous invite à découvrir, qui a pour but justement d'intégrer dans des administrations publiques des professionnels du numérique pour aider des administrations sur des défis numériques. Pour faire simple, c'est un programme de 10 mois. Donc nous, ça fait 4 ans qu'on pousse ce programme dans des écoles d'ingénieurs, dans des universités, pour faire en sorte que des développeurs, des designers, des data scientists s'engagent pour l'État. Donc on l'a connu comme ça et pour nous c'est un moyen de passer à l'échelle ce qu'on fait aussi avec l'ADINUM depuis 3 ans. Et l'idée du projet est née grâce à l'accélérateur. On n'avait pas du tout l'idée de ce projet avant. Et par contre ça a été une évidence de dire l'État a envie de passer à l'échelle des initiatives qui sont à une échelle disons locale. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on travaille avec une trentaine d'établissements du supérieur, on forme 6000 élèves par an. Et demain, avec ça, on se dit qu'on peut vraiment passer à l'échelle d'initiative grâce d'une part à l'accès à de l'expertise des réseaux dans les ministères, dans les administrations publiques, dans les collectivités territoriales pour connaître les projets d'open data qu'on peut proposer à des élèves, parce qu'on n'a pas cette connaissance-là. Et d'autre part pour faire en sorte de trouver le maximum de partenaires sur le projet. Aujourd'hui, avec nos petites mains, on a trouvé 30 établissements partenaires. Il y a beaucoup plus d'écoles et d'universités en France qui forment des élèves aux enjeux de la donnée. On pense qu'on peut intégrer ce type de programme dans beaucoup plus d'établissements. Au moins, le besoin est clairement formulé, donc j'espère qu'on pourra clairement y répondre. Merci beaucoup. Et effectivement, vous êtes à double détente, c'est que en soi, c'est nécessaire de former une nouvelle génération à l'open data, mais c'est aussi très précieux pour que ces mêmes personnes formées, demain, puissent nous proposer des initiatives de services publics dits augmentés. Et donc on voit bien que là, on a double effet de croissance potentielle dans notre initiative. Donc c'est très positif. Merci. Effectivement, notre point, c'est de dire aujourd'hui, il y a plein d'initiatives qui se créent par des motivations personnelles, des histoires, des déclics que des gens ont et qui créent plein d'initiatives formidables. Notre point, c'est de dire comment est-ce qu'on systématise cette création-là en faisant en sorte que toutes les personnes qui passent par l'enseignement supérieur, et ça ne s'applique pas qu'au secteur du numérique, d'ailleurs, nous on le fait parce que c'est notre formation initiale, c'est le sujet qu'on connaît et c'est ça qui nous a fait créer l'attitude d'être un peu déçu de ne pas être formé à l'intérêt général pendant nos études.
Et notre but, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on systématise cet enseignement-là pour que demain, toutes les personnes qui travaillent dans le numérique aient cette conscience de l'intérêt général et décident de s'engager. Et que déjà, ils sachent où se tourner pour trouver des ressources. Et cette partie-là, elle est vraiment très importante et très prometteuse. Donc, merci. Merci beaucoup. Oui, bien sûr, Etalab sera pour le coup un partenaire aussi métier sur le sujet de l'open data. Et il est vrai que dans ce projet, l'effet de levier, le potentiel effet de levier démultiplicateur de votre projet a marqué beaucoup de points. Irène, donc vous portez donc pour Make Sense le projet, l'initiative que vous avez appelée Service National Universel Augmenté, SNU Augmenté, là aussi qui s'adresse à l'engagement potentiel de la jeunesse. Et là, c'est vraiment une augmentation. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce que propose déjà le SNU, le Service National Universel, et de venir le compléter avec la méthodologie et le succès du programme Réaction que vous avez déjà éprouvé, testé, qui a fait ses preuves. Donc, est-ce que vous pouvez aussi nous en dire quelques mots et également ce que vous attendez de cet accélérateur? Merci. Peut-être d'abord revenir un peu sur le contexte de ce projet, ce que ça veut dire pour nous être jeunes en France en 2022. Ça veut dire construire son identité et définir la place qu'on a envie de prendre dans la société. Alors même qu'on a une vie scolaire et sociale qui est perturbée depuis plus de 2 ans par la crise sanitaire, qu'on voit venir au loin les terribles conséquences du réchauffement climatique sur notre avenir et qu'on craint même à très court terme d'être pris dans les feux de la guerre en Europe. De fait, le contexte est posé, on peut se sentir facilement un peu paralysé, je pense, par ces événements dépassés, trop seul ou trop petit pour avoir un impact à son échelle. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aider les jeunes à sortir de cette paralysie. Sur tout le territoire, en fait, on pense qu'ils ont vraiment besoin d'opportunités d'engagement qui leur permettent de recréer des émotions positives et l'envie d'agir, et leur redonner l'envie d'agir. Et pour ça, pour nous, ça passe par 2 leviers clés qui sont le collectif et l'action. L'action concrète, du coup, qui permet d'observer des résultats sur les thématiques qui les préoccupent, à savoir la solidarité et l'environnement. Donc effectivement, depuis 2 ans, on a lancé un dispositif qui s'appelle Réaction, qui s'appuie sur le collectif et les outils digitaux, et avec lequel nous avons déjà permis à plus de 15 000 personnes d'agir concrètement pour répondre à ces urgences. Et ces méthodes aujourd'hui sont prêtes à passer à l'échelle. Donc on a vraiment identifié les 84 heures obligatoires du service national universel comme une opportunité de mettre ces méthodes qui ont fait leurs preuves à disposition du plus grand nombre pour que ce service national universel augmenté par nos méthodes puisse devenir un tremplin de l'engagement de dizaines de milliers de jeunes dans la société et un accélérateur de leur développement personnel et professionnel. Et nous, ce qui nous a particulièrement séduit dans l'offre, dans le dispositif de l'accélérateur d'initiative citoyenne, c'est que ça va vraiment nous permettre d'avancer sur 4 axes stratégiques. Le premier, c'est tout d'abord de créer la confiance et de collaborer avec les services de l'État. Nous, on voit vraiment cet accélérateur comme une espèce de médiateur culturel qui va nous permettre à ces 2 mondes de mieux se comprendre, de déployer du coup nos méthodes d'engagement à plus grande échelle, grâce à la crédibilité des services de l'État et à la force de frappe des services de l'État, de faire levier sur l'expertise à la fois technologique et juridique de l'État. Donc on va pouvoir connecter notre infrastructure à de nombreuses API qui vont pouvoir nous permettre de vraiment valoriser les données existantes et en même temps de consolider un processus de garantie juridique parce que donc, les jeunes du service national universel, ce sont des jeunes mineurs. Donc ça implique des questions de responsabilité. Et enfin, poser les premiers jalons pour démontrer vraiment que l'engagement des jeunes a un impact sur la société et sur le vivre ensemble. Donc merci beaucoup pour votre soutien dans ce beau défi. Moi, j'ai une question, c'est vous appuyez, j'imagine, sur des relais locaux, sur vous n'êtes pas juste une structure centrale. Comment vous voyez aussi le déploiement territorial? C'est-à-dire comment on touche les jeunes au plus près de là où ils sont, parce que le contexte que vous décrivez, on l'identifie tous bien. Des jeunes qui veulent s'engager, quand on les croise partout, ils nous disent tous que ça leur plairait bien. Comment vous voyez ce lien et comment nous, dans l'accélérateur, on peut vous y aider? Oui, aujourd'hui, on travaille donc sur 5 thématiques, à chaque fois avec des partenaires experts de la thématique qui nous aident en fait à designer des actions, des premières actions accessibles. Nous, on fonctionne vraiment avec la notion de parcours, où l'idée, c'est qu'on s'engage progressivement, par exemple, pour
Si on est sensible à la question de l'isolement des personnes âgées, aujourd'hui 530 000 personnes âgées en situation de mort sociale en France, d'après le baromètre des petits frères des pauvres sorti en octobre dernier. On a tous des personnes âgées dans notre entourage. Si c'est quelque chose qui nous touche, l'idée c'est de faire une première action, d'abord se renseigner en fait sur qui sont les acteurs. Première action, simple, un premier jour d'action. Deuxième action, peut-être écrire une lettre. Il y a une association dont on est partenaire qui permet d'écrire une lettre à une personne âgée isolée. Et puis petit à petit, on va se former à la posture d'écoute et pouvoir passer des moments de convivialité grâce à soit des systèmes d'appel, soit des systèmes de visite dans des EHPAD. Donc ça va vraiment être designer des actions qui sont faisables depuis tout le territoire et consolider le plus possible en fait, un réseau de partenaires nationaux qui sont capables, une fois que ces jeunes se seront formés à l'action, d'accueillir des bénévoles mieux formés dans leur structure. Et le fait donc dans l'accélérateur, toute cette initiative qui est déjà très structurée, parce que vous avez déjà 15 000 jeunes qui sont engagés, qu'est-ce que vous attendez de nous en plus que ce que vous faites déjà? Alors déjà, concrètement, ça va être vraiment aider à avoir la confiance du grand public. Nous, aujourd'hui, on touche une certaine cible qui a déjà un peu envie de s'engager, mais qui sait aussi, qui a un petit peu les moyens, qui nous connaît. Et aujourd'hui, c'est vraiment aussi dépasser ces cercles-là qui sont déjà engagés parce qu'en fait, faire société, c'est faire société avec tout le monde, c'est pas juste avec des cercles de jeunes déjà engagés. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point clé. Et le soutien juridique, vous disiez, pour vous assurer que voilà, l'État vous aide à bien structurer les choses pour qu'il n'y ait pas de risque, c'est ce que je comprends. Oui, complètement. Ça, c'est aussi une expertise à part entière. Et de même, par exemple, sur les API, on aimerait se connecter à des API, aux API du monde associatif qui recensent, en fait, qui vont nous aider aussi, par exemple, à recenser les besoins sur les territoires et à pouvoir du coup mieux faire le matching entre les envies d'engagement et les besoins locaux. Donc ça peut être aussi tout un axe de développement. Ça va nous demander, nous aussi, de renforcer nos API, parce que vous imaginez sûrement qu'on a plein de données, on les a quelque part. Est-ce qu'on les a accessibles, utilisables, exploitables? Ça, c'est une partie du travail d'Etalab. Et en fait, il y a aussi beaucoup de citoyens qui pensent que l'État a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses, mais peut-être les questions que vous allez nous poser vont nous aider à aller chercher les bonnes données au bon endroit. Parce qu'il y a aussi des questions qu'on ne se pose pas. Beaucoup de citoyens, c'est intéressant, qui se disent « Non, mais ça, l'État doit savoir ». Oui, on l'a. C'est plutôt le verbe « avoir » que le verbe « savoir ». C'est quelque part. Est-ce qu'on sait l'exploiter? C'est une autre question. Donc, vos questionnements, il faut que vous le voyez aussi comme ça, pour ceux qui sont lauréats, sont en soi, même si on n'est pas capable de vous répondre, le fait que vous nous posiez la question va sûrement nous amener à aussi nous remettre en question. On espère qu'au bout de 3 mois, on saura vous répondre. C'est peut-être pas toujours le cas, mais au moins ça nous fera aussi des projets pour nous-mêmes. Oui, Laure? Si je peux juste compléter effectivement là-dessus, c'est très utile pour nous aussi du point de vue de l'administration qui incite les autres administrations à ouvrir leurs données, leurs API, puisque tous les cas que vous nous soumettez, c'est vraiment des cas d'usage concrets. Et donc, quand les données ne sont pas ouvertes ou les API ne sont pas forcément ouvertes, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'on a du mal à faire la preuve de l'utilité de tout ça. Et donc, c'est aussi pour ça que tout ce programme, il est aussi riche pour nous, parce que c'est un cas concret d'application de nos missions qui sont parfois un peu génériques. Et là, on arrive avec des demandes très concrètes. Merci beaucoup. Margot de Bézieux, donc vous, alors on avait des projets à composante numérique, plus ou moins majoritairement pour l'instant, mais vous avez une initiative sur le sport inclusif qui nous a aussi beaucoup touchés. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et là aussi, en quoi ce passage par ce programme d'accélération vous aidera à changer d'échelle, à trouver de nouveaux territoires, à parler à d'autres interlocuteurs publics que ce que vous faites déjà très bien? Il marche. Déjà, bonjour à tous. Nous, c'est un grand plaisir d'être ici parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Vraiment pas du tout. Je suis moi-même la première surprise. Et du coup, le sport inclusif, il est porté par l'association Les Enfants de la Balle. Donc, ça fait 5 ans qu'on existe. Ça va faire 5 ans tout juste dans un mois. Donc, c'est vraiment une belle boucle qu'on soit ici. Et en fait, le sport inclusif, c'est chercher à créer une bulle sociale autour d'un enfant différent, autour d'un enfant en situation de rejet, avec les autres enfants, donc des enfants dits sans difficulté, même si je pense qu'on a tous une difficulté dans la vie et les enfants en premier. Donc c'est vraiment créer cette bulle et en fait c'est permettre aux enfants de se développer parmi le sport, de jouer ensemble, d'interagir avec les autres,
de vraiment créer cette inclusion. On cherche pas la performance sportive aux enfants de la balle, même si on aime bien le sport. Hein. Si on est là, c'est qu'on aime le sport. Mais c'est surtout de chercher la performance sociale. L'enfant, il va fêter son anniversaire avec ses copains, parce que peu d'enfants en situation de rejet font leur anniversaire avec des copains, ils font l'anniversaire avec la famille, les cousins, mais ils font pas leur anniversaire avec les copains, avec les copains du sport. Ils font généralement pas de sport dans leur quartier. Soit ils ont accès, pour faire du sport, ils ont accès à l'handisport ou au sport adapté. Mais ce n'était pas le souhait de tous les parents de faire du sport en intégration. Parce que les enfants inclus à l'école, ils veulent pas aller, je pense, à l'handisport. En tout cas, il n'y a peut-être pas les places nécessaires aussi dans le handisport. Et donc, on permet à ces enfants d'aller dans des clubs où il y a de la place, où il y a de l'envie, il y a de la volonté. Et donc, on inclut tous ces enfants. Aujourd'hui, on est à 120 enfants. Parce qu'un club inclusif, on est surtout de la métropole lilloise. On commence à avoir quelques clubs à Paris. On a une bénévole qui est assez dynamique, donc c'est sympa. Et donc, on se développe. Mais ce qu'on espère avec l'accélérateur, c'est vraiment d'avoir un coup de pouce et surtout de rencontrer l'administration publique, parce que c'est notre péché un peu. On n'est pas très développé sur le public, on est davantage avec le privé, avec des clubs associatifs. Et on a vu quelques mairies, mais on aimerait passer l'étape au-dessus et de rencontrer. J'ai une question, est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec le ministère des Sports? Jamais. Jamais. Est-ce que vous avez déjà rencontré des conseillers techniques sportifs de certaines fédérations? Jamais. Jamais. Et vous voyez, samedi, moi j'étais dans mon département, l'Essonne, et j'ai rencontré le conseiller technique sportif du monde de la natation, dans un club de natation qui a toute une filière justement d'ouverture à des jeunes en situation de handicap pour faire de la natation. Et il me disait, ce qui est terrible, c'est que on a ouvert ça, on y croit beaucoup, mais en fait, on n'arrive pas à toucher les bons publics. C'est ça. Donc voilà un cas très concret. Voilà. Et puis d'un côté, on a certains clubs qui n'ont pas encore d'enfants. On a aussi cette difficulté à aller chercher toutes les familles. C'était le cas. Voilà. Et la communication sur le handicap, déjà la communication, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Il faut y travailler tous les jours. Mais sur le monde du handicap, c'est encore une étape au-dessus. C'est vraiment d'aller encore plus les chercher. Et c'est aussi d'aller convaincre les familles. Parce que des moments, les familles ont peur. Et en fait, pour enlever cette peur aux familles, nous, notre saut créatif, c'est d'avoir mis un assistant de vie sportif à côté de l'enfant, comme l'accompagnement dans l'éducation nationale, l'accompagnement d'enfants en situation de handicap, qui en fait c'est le tuteur de l'enfant, c'est le coach personnel et qui va retransmettre les consignes du coach général à l'enfant. Donc c'est vraiment, ça devient un grand frère qui suit et qui aide l'enfant et qui le motive à faire son sport. Est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Oui. Comment vous êtes arrivé aux Enfants de la Balle, vous? Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette cause? Ça fait 1 an que je suis engagée aux Enfants de la Balle. Et en fait, moi, j'ai moi-même ma petite sœur en situation de handicap. Et j'ai moi-même eu un handicap un peu plus léger une petite situation de rejet, parce que j'ai été moi-même beaucoup à l'hôpital pour des soucis de dos. Et du coup, on m'a toujours dit, le sport, c'est interdit. Même si j'aurais pu faire du sport. J'aurais pu. Je le vois aujourd'hui, je peux. Donc, j'ai toujours été exclue du monde sportif. Et finalement, ça permet aussi de se développer le sport, de se développer socialement. C'est un facteur social. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Virginie, ça a été une évidence tout de suite de rentrer aux Enfants de la Balle. Très bien. Donc, vous voyez, c'est des projets effectivement très différents. On voit très bien vos 3 projets, comment ils concourent à l'intérêt général. J'espère que les citoyens qui sont avec nous voient, je ne sais pas si c'était vos choix de cœur, vous allez nous le dire, mais en tout cas, là, on voit bien qu'on peut contribuer de manière très différente et complémentaire à l'action, là, une action qui est vraiment sur la donnée, une action sur la jeunesse, une action sur le handicap, et qui sont des projets que, évidemment, l'administration voit comme intéressants, mais avec lesquels, a priori, ce n'est pas forcément très simple, très évident, de savoir comment, comme je disais, on ne vous phagocyte pas, le but, ce n'est pas de vous absorber, comment on ne vous concurrence pas, et donc comment on ne se dit pas, ce qu'il faudrait surtout, c'est super, on va prendre leur idée, mais on va surtout leur dire d'arrêter parce qu'on va s'en occuper nous-mêmes, ou comment on ne vous laisse pas dans l'indifférence en disant, très bien, ce qu'ils font, c'est très bien, mais on ne leur parle pas et on ne se parle pas. C'est ça qu'on veut dépasser comme 3 peut-être postures, qui sont des postures au fond de réflexe, et qui jusqu'à maintenant ont eu parfois des conséquences négatives ou juste ont empêché des projets de grandir. Est-ce que donc vous 3, vous avez des réactions en plus? J'aimerais bien aussi proposer aux représentants de Wikidia, d'Infoclimat, de Parlons Démocratie, de Permis de Construire ou du Vivons en Forme, ceux qui sont là d'entre vous, ou de Madada, si vous êtes là, de pouvoir aussi prendre la parole
et voilà, de partager ce que représente le fait d'être un lauréat, également proposer aux agents des ministères qui sont présents la manière dont vous voyez ce projet, bref, qu'on ait un petit échange avec, comme on dit, la salle. Oui, alors certains lauréats sont là au premier rang. On peut peut-être commencer par Wikidia. Donc, alors l'association en elle-même qui a déposé le projet n'a pas pu être présente aujourd'hui puisqu'on a aussi des lauréats dans toute la France et ils ont été prévenus il n'y a pas très longtemps, donc ils n'ont pas tous pu se rendre disponibles. Mais donc, Jonathan Mouton, vous représentez Wikimedia pour la France et donc vous pouvez nous dire quelques mots sur ce projet. Merci. Oui. Ça marche quand on parle. Oui. Alors, donc oui, je représente Wikidia, puisque Wikidia, comme vous disiez, c'est l'encyclopédie des 8-13 ans. Alors 8-13 ans, c'est surtout sur le style rédactionnel, style dit à la cool. C'est principalement néanmoins administré, on va dire, par la tranche du primaire au secondaire. Malheureusement, la plupart des représentants aujourd'hui de Wikidia en cours, ce qui est assez logique, puisque Wikidia, c'est une encyclopédie par les jeunes, mais aussi par les jeunes. C'est-à-dire pour les jeunes, mais par les jeunes. Les 2/3 des personnes qui éditent Wikidia ont moins de 18 ans. Donc les représentants, le président et le trésorier de Wikidia ont moins de 20 ans. C'est vraiment quelque chose de jeune. Moi, je suis un petit peu moins jeune. Donc Wikidia, c'est donc une encyclopédie qui a 32 000 articles, ce qui est beaucoup et pas beaucoup comparé à Wikipédia, qui a quand même 2,5 millions de vues par mois, donc qui a quand même un certain impact, mais qui aujourd'hui souffre d'un petit problème, c'est-à-dire que l'éducation aux médias et à l'information, c'est quelque chose, un enjeu majeur. C'est quelque chose auquel répond Wikipédia en partie, mais Wikidia aussi pour les jeunes, parce que les jeunes sont susceptibles d'avoir accès à l'information. Et ça s'apprend, l'éducation aux médias et à l'information, et on a besoin pour ça d'avoir des contacts dans l'éducation nationale, parce que autant Wikipédia en a déjà un petit peu, mais Wikidia en avait assez peu, notamment avec le centre de liaison sur l'éducation aux médias et à l'information ou le ministère de l'Éducation nationale. Donc nous, ce que Wikidia attend beaucoup, c'est de pousser les portes du ministère qui est juste à côté, là, de l'Éducation nationale. Juste en face. Voilà. C'est déjà d'arriver dans la bonne rue. Voilà, c'est ça, d'y aller et de se dire, on a des professeurs documentalistes, on a des gens dont c'est le métier, l'éducation aux médias et à l'information, qui apprennent à lire, qui apprennent aussi à contribuer, parce que finalement, quand on apprend à contribuer, notamment pour les lycéens, c'est plus simple de commencer sur Wikidia que sur Wikipédia, qui est quand même une encyclopédie aujourd'hui avec une certaine stature. Donc c'est un super média et on pense qu'il y a quelque chose à faire, notamment avec ce ministère, et c'est pour ça qu'on a déposé ce dossier. Et je pense qu'il y a aussi des choses à faire avec le ministère de la Culture, qui a toute une action, vous savez, sur justement l'éducation aux médias, et qui notamment travaille avec beaucoup d'acteurs du service audiovisuel public. Je pense à un certain nombre de télévision et de radio, notamment pour avoir des outils qui permettent à des jeunes de moins de 18 ans, en gros des mineurs, de pouvoir former ou en tout cas accroître leur esprit critique. Donc je pense qu'il y a 2 portes à pousser. De ce côté-ci de la scène, c'est juste en face, et puis aussi au ministère de la Culture, où il y a aussi tout un service qui est très mobilisé sur le sujet. Et puis nous aussi, à la direction interministérielle du numérique, vous portez, Madame la Ministre, une action sur les communs numériques. Donc on sera ravis de travailler également avec vous sur ce volet-là. Et la mise en relation, elle commence dès maintenant, puisque juste derrière vous, on a Alexis Kaufmann, justement, du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, donc il n'y a même pas à aller juste à côté. Je suis derrière vous. Merci beaucoup. Moi, je vais commencer par dire que je suis un contributeur du dimanche de Wikipédia. J'ai aussi été enseignant par le passé et j'ai fait participer mes élèves à Wikidia, donc je connais et je suis absolument ravi que Wikidia ait été sélectionné. Au sein du ministère de l'Éducation nationale, je suis à la direction numérique pour l'éducation et je suis chef de projet logiciels et ressources éducatives libres. Donc voilà, donc le sujet évidemment m'intéresse tout particulièrement. Je tenais à vous remercier, Madame la Ministre, pour tout ce que vous faites en faveur du logiciel libre dans l'administration, en France mais également en Europe, à l'échelle européenne, dans le cadre de la présidence. Ça nous sert, c'est précieux, ça me sert de référence à moi au ministère, au travail au ministère. Je ferme la parenthèse. Et j'ai une autre mission qui est celle de la mixité dans les filières du numérique, faire en sorte que davantage de filles
s'orientent dans les filières du numérique. Je voudrais commencer par là, c'est que sur Wikipédia, dans Wikipédia en général, je n'ai pas les chiffres précis, mais on a 85% de contributeurs et 15% de contributrices sur Wikipédia. Or, avec Wikidia, on a la parité, on a même plus de filles qui contribuent aux 34 000 articles là, qui sont déjà existants. Donc ça, c'est assez remarquable et ça peut être un fort levier également pour diffuser ce projet. Est-ce que je peux vous poser du coup une question? Dans quelle direction du ministère de l'Éducation nationale vous travaillez? À la DNE, à la Direction du numérique pour l'éducation. D'accord, donc vous avez vraiment la bonne personne. Et vous connaissiez déjà ou pas? Oui, je connais même le créateur de Wikidia. En fait, j'ai un engagement associatif également pour ceux qui connaissent le logiciel libre. Je suis le fondateur de Framasoft, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Manifestement, vous avez des fans dans la pièce. Mais du coup, ça veut dire que vous vous connaissiez, mais vous n'aviez pas eu, au fond, la mise en relation formelle pour passer à l'échelle. Là, j'imagine que c'est aussi de faire connaître dans les rectorats, de faire connaître dans les... Qu'est-ce que vous imaginez faire a priori? En fait, si vous voulez, par rapport à l'éducation, aux médias et à l'information, on a raison de le faire parce qu'il faut alerter, mais on est souvent un petit peu sur la défensive, c'est-à-dire avec les élèves. Attention à vos données personnelles, attention aux fake news, attention au cyberharcèlement. Il faut le faire, c'est indispensable évidemment. Mais là, on a quelque chose vraiment, Wikipédia, c'est un projet mutant qui vient vraiment... C'est ce qu'Internet offre de mieux, selon moi, parmi d'autres, mais voilà. Et là, avec Wikidia, on va mettre les élèves en situation non seulement d'utiliser l'e-commerce, mais de les créer. Et en plus, si vous voulez, tout de suite, ça peut être vu par le monde entier. C'est extrêmement motivant. Et puis, c'est interdisciplinaire et c'est pour tous les âges. Donc on a là un projet qui a un potentiel énorme pour nous, en tout cas pour moi dans mon champ commun numérique dans l'éducation, qui a un potentiel énorme. Super. Donc merci de vos encouragements et du travail que vous ferez avec Wikidia. Merci beaucoup. Et j'ajoute quand même un point. L'intérêt de cet accélérateur interministériel, c'est aussi qu'on peut effectivement nous aider à trouver des relais, non seulement dans l'administration qui est principalement concernée par la politique publique, mais d'autres aussi. Et là, je pense au champ de la francophonie. Enfin, je pense qu'il y a certainement aussi des choses à faire en la matière. Merci beaucoup. Pour continuer, peut-être les porteurs du projet InfoClimat, donc Monsieur Frédéric Hamey qui est ici. Si là aussi vous pouvez nous présenter votre initiative autour là aussi des communs numériques, des données météorologiques, et voilà, nous dire également ce que vous attendez de ce programme d'accélération. Merci. Merci. Alors effectivement, on connaît tous Wikipédia, qui est le commun numérique de la connaissance. Vous connaissez peut-être aussi OpenStreetMap, qui est le commun numérique de la cartographie. Il y a un commun numérique de la météo et du climat, c'est InfoClimat. Alors c'est une initiative qui est un peu ancienne aussi, puisqu'on est né à la fin des années 90. Internet commençait tout juste à faire ses preuves. Et l'association a été fondée en 2003 pour pouvoir subvenir aux besoins de l'association. Donc on est une association qui est constituée intégralement de bénévoles. On est une vingtaine de bénévoles. Et on est sur 3 axes principaux, on va dire, autour de la météo et du climat. Le premier truc, c'est la science participative. Les citoyens, ils produisent de la donnée météo. Ils regardent s'il y a du brouillard, de la neige, du verglas. Certains ont des stations météo et ils peuvent publier ces données-là, de préférence dans un commun numérique qui est ouvert et qui est accessible à tous. C'est la plateforme qu'on propose, c'est InfoClimat, c'est le commun numérique qui permet à tous de mettre ces données météorologiques et de les valoriser auprès de tous les acteurs qui peuvent derrière les exploiter. Donc c'est principalement des passionnés, mais pas que. Ça peut être des agriculteurs, ça peut être des retraités, c'est vraiment toute une catégorie socio-professionnelle qui produit ce type de données. Et aujourd'hui, c'est quasiment 1 millier de stations météo qui sont hébergées sur InfoClimat et qui produisent des données. Donc c'est à peu près l'équivalent du réseau de Météo France, sauf que le réseau de Météo France n'est pas open data. Je reviens à mon deuxième point, c'est les données ouvertes justement, puisque une fois qu'on a collecté ces données, qu'on en propose des traitements, on en fait un contrôle qualité, parce que c'est important la qualité de la donnée quand on parle de climat et de météo. On peut les diffuser, en faire des produits à valeur ajoutée qui sont utiles pour observer les changements climatiques, les îlots de chaleur urbains, pour faire des analyses pour les panneaux solaires, l'éolien, l'hydroélectricité. La quantité d'utilisateurs est vraiment très très vaste. Et on propose aussi des API qui permettent à d'autres de récupérer ces données, de les exploiter. Donc nos API sont disponibles à tous et peuvent permettre une réutilisation et le point de départ d'un cercle vertueux de réutilisation. Et puis non content de juste collecter des données des citoyens qui se sentent impliqués, l'association elle installe son propre matériel là où le service public ne le fait pas ou ne le fait plus. C'est une trentaine de stations aujourd'hui qui sont
financée par l'association en intégralité et dont les données sont mises sous licence ouverte étalable justement. Et on peut citer par exemple la station du sommet du Mont Ventoux, c'est un site mythique qui a été abandonné entre guillemets par Météo France et que Infoclimat a réhabilité il y a quelques années. Le troisième axe, la suite qu'on peut voir à ces deux éléments-là, c'est l'éducation et la formation. On en parlait, le changement climatique aujourd'hui, bon, quand on a été créé dans les années 90, le changement climatique c'était pas autant un sujet, aujourd'hui ça l'est beaucoup plus. Et l'un de nos vecteurs importants chez tous les bénévoles qui sont sur Infoclimat, c'est pouvoir éduquer au changement climatique et aider les élèves, les étudiants, le grand public à comprendre quels sont les mécanismes, comment ça fonctionne un modèle météo, pourquoi on a besoin de stations météo, pourquoi on a besoin de satellites, pourquoi on a besoin de radars, comment fonctionnent les modèles climatiques, tout ça on essaie de l'expliquer auprès du jeune public par des interventions dans les écoles, par des manifestations qu'on organise, les rencontres météo espace, la nuit des chercheurs, et aussi par de la production de supports de vulgarisation scientifique qui sont plus accessibles pour le grand public. On a repris notamment une initiative qui s'appelle Météo à l'école. Donc c'est des stations météo qui sont installées dans les écoles et qui permettent de faire des travaux autour des données météo. Ça peut être des mathématiques, de la physique, de la science de la Terre, etc. etc. Donc aujourd'hui, ça profite à 6 millions d'utilisateurs par an. C'est une dizaine de millions de pages vues par mois. Donc c'est considérable. On est soutenu par 2000 adhérents et 700 donateurs. Donc c'est une grosse communauté qui est autour de nous. Je rappelle qu'on est 100% bénévoles. Et aujourd'hui, l'intérêt de l'accélérateur pour nous, c'est pour pouvoir améliorer les synergies entre l'État qui produit des données. Alors, ce n'est pas que Météo France, il y a des collectivités, il y a les directions des routes, il y a des laboratoires de recherche, il y a vraiment tout un écosystème. Et ce qu'on fait, nous, citoyens, produire aussi des données météo et pouvoir collaborer dans l'amélioration globale de l'utilisation de ces données par les citoyens. Et quels étaient vos liens avec les acteurs publics ? Alors justement, on est partenaire de Météo France depuis 2010, donc c'est le lien principal qu'on a avec les acteurs publics. On participe aussi à une chose qui s'appelle le Conseil supérieur de la météorologie, qui rassemble en fait tous les acteurs qui produisent ou consomment de la donnée météo. Donc c'est l'aéronautique, c'est les militaires, c'est EDF, les producteurs d'énergie, etc. Et donc on est partenaire de Météo France depuis 2010 dans le cadre d'un échange de données mutuelles, parce que Météo France peut ainsi apporter aux citoyens des données complémentaires, et nous, les données du réseau Infoclimat peuvent être utiles. Ça, c'est des travaux qui sont en cours pour améliorer la prévision météorologique, puisque les modèles météorologiques, plus ils ont de données en entrée, plus ils produiront des prédictions qui sont fiables. Et donc, est-ce que vous attendez de l'accélérateur ? Alors justement, c'est pouvoir avoir plus de synergie, potentiellement pouvoir travailler avec Météo France sur l'ouverture des données, parce qu'aujourd'hui, Météo France a des données sous licence ouverte. C'est aujourd'hui un petit set de données qui est, on va dire, pas satisfaisant d'un point de vue passionné, d'un point de vue des citoyens qui se baignent dans cet écosystème, et pouvoir mieux nous faire connaître auprès d'autres entités dans l'État, dans les administrations, au niveau des collectivités, au niveau des régions, au niveau des... Au niveau du ministère de l'Éducation, puisque vous expliquez les outils pédagogiques aussi, qui peut être aussi avec une vision d'un commun. Donc là, je pense que votre voisin de derrière est doublement mobilisable pour on a d'ailleurs des liens assez proches avec Framasoft aussi. Donc. Vous ne connaissiez pas, je ne crois pas, pour le coup, vous deux. Et là, on voit bien qu'il y a un potentiel aussi. Merci. Et on a aussi donc Hélène Bégon et Thomas Cotinet qui sont là au titre d'Ecolab, donc l'entité du ministère de la Transition écologique qui s'occupe justement des sujets de données et a beaucoup de démarches aussi pour plus travailler avec la société civile. Merci Laure. Madame la ministre, mesdames et messieurs, alors c'est une excellente chose qu'un sujet lié au climat soit retenu parmi les projets lauréats, puisque tout ce qui est lié au climat et à la transition écologique en particulier est évidemment un sujet sociétal et même un sujet humain s'il en est. Donc c'est une excellente chose et l'Ecolab que je représente aujourd'hui avec Thomas Cotinet, mon chef, s'associera avec grand plaisir à ce projet en particulier et aux autres projets dont j'ai compris qu'ils faisaient partie de ceux qui avaient suscité votre intérêt. Et nous nous associerons avec grand plaisir à l'événement qui doit avoir lieu avant l'été sur les sujets liés à la transition écologique. Le but, c'est qu'effectivement, tous ces projets vous connaissent mieux, comprennent qui vous êtes, comment on vous parle, qu'est-ce que vous pouvez proposer, et au fond que votre structure interne au ministère, qui en soit une innovation, puisse aussi parler aux innovateurs qui ne sont pas dans le ministère. Et on voit bien que ce lien-là, il est absolument vital. Et donc là, vous avez des gens peut-être que vous ne connaissiez pas encore et qui vont devenir, on pense, en tout cas des acteurs du service public, du bien commun, de l'intérêt général,
en complémentarité avec ce qu'on fait déjà. Tout à fait. Mais des acteurs qui posent des bonnes questions, parce que j'ai entendu modèle d'affaires de Météo France, ouverture des données, redevance pour réutilisation, fermeture de centres, voilà. L'open data, ça n'est pas que des textes, c'est une grande complexité technique, juridique, de monter en compétences, et ça, ce sont des choses sur lesquelles nous aussi, on essaie de monter, et on n'aide pas que les projets citoyens, on aide aussi les projets dans les administrations, pour les différentes directions générales, et finalement, on construit en marchant. Ce sont des sujets qui sont encore beaucoup à construire devant nous, et ce genre d'initiative, ce genre d'interpellation nous aide aussi à construire tout cet accompagnement. Oui, ça c'est vraiment l'intérêt de l'aiguillon, c'est-à-dire que les projets citoyens vont en retirer des bénéfices, mais le fait même qu'ils puissent avoir ces échanges, c'est autant de moteurs pour que nous-mêmes, dans les administrations, on avance, on accélère aussi. Merci beaucoup. Si on a encore un petit peu de temps, je voudrais passer la parole donc à Ludovic Dardenne pour permis de construire, donc dans un tout autre champ, celui effectivement de la réinsertion, pour nous parler de son initiative qui là aussi nous a plu. Bonjour à tous. Alors moi, comme la collègue, je suis aussi surpris que ravi d'intégrer cette promo et de rejoindre des projets aussi éclectiques qu'intéressants. Alors nous, on est sur le champ du social, totalement. Donc Permis de construire, c'est une association nantaise qui accompagne, comme l'a dit Madame la Ministre, l'ensemble des personnes condamnées pénalement à retrouver une place utile à eux et à la société, choisie et pérenne au sein du territoire. Nous, ce qu'on fait, en fait, on cherche à faire le triplé gagnant. Gagnant pour les personnes, pour qu'elles redeviennent actrices positives au sein de la société. Gagnant pour la société, qui trouve une réponse sociale et économique à la récidive, mais aussi gagnant pour l'ensemble des entreprises qui peuvent alors intégrer des personnes compétentes et motivées au sein de leur structure. Donc nous, on existe depuis 12 ans à Nantes. Ça n'a pas été simple, notamment dans nos relations avec les pouvoirs publics localement. Donc il nous a fallu du temps. Depuis 10 ans, on est connu et reconnu sur le territoire et on se dit qu'il y a 900 000 condamnations par an. On fait beaucoup, mais on fait très peu au vu de l'enjeu et du défi. Et du coup, on s'est dit pourquoi ne pas faire en sorte de proposer notre solution sur les territoires en besoin. Et du coup, on a testé notre stratégie d'essaimage sur un premier territoire et on vient de créer là, en décembre même dernier, Permis de construire France, qui est une structure nationale qui va porter nos valeurs et notre méthodologie pour déployer notre méthode, justement. Donc, d'où l'intérêt et de cet accélérateur qui tombe pour nous à pic. Donc, nous, on a les outils, la méthode, on a le cadre pour démultiplier notre action et notre impact. Et on sait que pour aller plus vite, pour aller plus loin, si on a les pouvoirs publics avec nous et si, comme vous le disiez très bien, si on est en partenariat total et complet avec les pouvoirs publics, on pourra aller beaucoup plus vite. Donc là, l'intégration dans cet incubateur est pour nous une belle première réponse, mais si on peut trouver les leviers institutionnels, financiers, et que ce soit en local ou en national, je me dis qu'on aura tous ensemble réussi à contribuer à faire avancer vers une justice humaniste et réussi à concilier la justice et la liberté, qui est pour nous un sens fort de notre engagement. Alors vous savez peut-être pas, mais ce ministère est un très très grand soutien de toute la politique, notamment de réinsertion. On travaille beaucoup avec le ministère de la Justice dans sa propre transformation interne, mais on a aussi beaucoup contribué à la création de la plateforme dite Atigip, que vous devez connaître. Oui, oui. C'était un projet financé et facilité, vraiment nourri par ce ministère. Moi, j'ai une question du coup, quels sont vos liens aujourd'hui avec ces acteurs-là? Est-ce qu'ils sont minimaux? Est-ce qu'ils ont vocation à grandir? Parce que je comprends que du côté du ministère de la Justice, ils étaient très heureux que vous soyez dans l'incubateur. Ils grandissent, pour tout dire, ils grandissent. Nous, alors c'est tout un historique aussi, où le président fondateur est un chef d'entreprise. Donc la communication aussi entre les pouvoirs publics et le monde entrepreneurial était difficile. Donc on a beaucoup travaillé localement, et là localement avec les mairies, avec le conseil régional, avec le service. Vous êtes où, dans quelle région aujourd'hui? Nantes, d'accord. Voilà. Donc localement, on est très, très reconnu, mais s'il faut se déployer, il faut faire ce travail de quotidien et de relations de proximité de façon très forte. Donc on a tenté de passer par les ministères, voilà, à notre petite échelle. Donc on a quelques liens avec le ministère du Travail, on a quelques liens avec le ministère de la Justice, on travaille pour le coup très bien aussi avec la TIGIP et on vient d'intégrer aussi
le prix 2D, le laboratoire de la TIGIP. Donc les liens se renforcent, se créent, et c'est pour ça que pour nous, l'accélérateur tombe au moment, à mon sens, opportun s'il y a cette belle collaboration qui se construit. Il y a aussi cette idée pour nous de légitimité, c'est-à-dire que nous, on est sur un territoire, on a mis du temps à créer cette légitimité. En allant sur un nouveau territoire, si on a le soutien, l'appui et la reconnaissance des pouvoirs publics nationaux, ça facilitera, je pense, l'intégration de notre réponse sur le territoire donné. Là, on est sur un modèle de l'accélérateur où on part d'un projet qui fonctionne à une échelle qui est celle d'une métropole ou d'un territoire régional, et se dire voilà, comment, grâce à notre soutien, vous passez à l'échelle potentiellement nationale, vous conquérez d'autres territoires, et ça, c'était aussi une des vocations de l'accélérateur. Absolument. Merci donc beaucoup. Merci beaucoup. Je vois que le temps file. On a encore quelques lauréats qui sont là, et donc notamment Madame Nicole Klein pour le projet Parlons démocratie. Donc, Parlons démocratie, c'est un constat assez banal, hein, c'est le désengagement, le désintérêt des jeunes pour la politique, pour le fonctionnement des institutions. Donc le but de l'association, qui a été créée par des administrateurs de l'Assemblée nationale, c'est d'expliquer le fonctionnement des institutions par des gens qui les font fonctionner. Hein, donc l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et donc on va à la rencontre des écoles primaires, secondaires, services civiques, beaucoup de services civiques, avec des gens qui ont travaillé dans ces institutions. Moi, j'étais préfète, donc de leur expliquer comment ça marche. Et finalement, ils sont tellement étonnés qu'on vienne à leur rencontre que ça suscite leur intérêt, leurs questions. Moi, j'ai eu le dernier échange que j'ai eu, c'était avec des services civiques, là me disant, mais l'Assemblée nationale, ça sert à monter les projets et le Sénat à les voter. Donc vous voyez qu'on a quand même fort à faire en instruction civique. Alors on a des liens très forts avec les professeurs d'histoire-géographie, mais le contact au plus près de gens que les jeunes considèrent comme importants, ça les aide à poser des questions, puisqu'on travaille en binôme sur un mode très interactif, souvent quelqu'un qui travaille du côté du législatif et quelqu'un qui travaille sur l'exécutif ou un juge, et ils nous posent des questions, et je crois que c'est indispensable pour montrer que tout ça, c'est quand même beaucoup moins pourri pour les cités qu'ils ne le pensent, beaucoup plus simple à comprendre qu'ils ne le pensent. Donc je pense que c'est un travail essentiel pour que les jeunes s'intéressent au fonctionnement de la République et aux valeurs de la République. Et alors nous, on aime beaucoup cette initiative parce qu'elle montre qu'on peut avoir des agents publics engagés sous un format citoyen. C'est-à-dire qu'on est là sur un modèle hybride, c'est-à-dire que ce sont des agents publics qui contribuent, non pas parce qu'ils sont dans leur ministère en tant que représentants de telle ou telle politique publique, mais en tant que, je veux dire, que citoyens engagés qui ont une expertise professionnelle qui est de faire vivre ces institutions, et donc d'aller aussi en parler à d'autres citoyens. Et on trouvait vraiment l'interface, de dire que c'est des agents publics qui montrent aussi dans quel système ils travaillent. Ça aide à sortir de l'idée que vous voyez, les fonctionnaires seraient tous, comme vous disiez, des gens dans des bureaux qu'on ne voit jamais, dont on ne sait pas ce qu'ils font, distants. Et donc ça, c'est très très précieux. Et donc merci en tout cas d'avoir porté ce projet. On a besoin, parce que je viens avec... Oui, de quoi vous avez besoin, J'ai des choses à vous demander, Madame la Ministre. Plein de choses. Oui, d'abord, surtout pour nous, le plus important, c'est le contact avec l'éducation nationale. Donc on attend un agrément qui met du temps. Je connais bien, parce que je l'ai vu de l'autre côté, la lenteur de l'administration. On y travaille tous les jours, tous les jours. Moi aussi. Enfin, j'ai beaucoup travaillé, donc fait que l'éducation nationale accorde cet agrément, que les recteurs nous fassent connaître auprès des lycées. Évidemment, on est une association de bénévoles avec des jeunes fonctionnaires et puis des plus vieux fonctionnaires, donc ça c'est aussi très intéressant. Donc des gens qui ont connu le terrain. Et moi je suis toujours surpris de voir l'étonnement des jeunes devant à quoi ça peut ressembler un fonctionnaire, parce qu'ils nous voient tous derrière nos bureaux, vous savez, un peu comme Courteline, les revêches, donc on leur montre qu'on est autre chose que ça, donc je crois que c'est très important pour l'intérêt général. Et donc votre demande éducation nationale et... Voilà, les rectorats, le niveau régional, oui. Parce que pour nous c'est très important, pour que les profs, enfin les recteurs fassent passer, même si on a des liens avec les profs d'histoire-géo. Hein, Et en termes de susciter des vocations chez les agents publics, ça vous avez tout ce qu'il faut? Oui, on trouve sans problème, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont envie de faire passer les valeurs de la République et le service public. Bon, merci beaucoup. Ça, vous voyez, pour prendre le point de la citoyenne Pauline, c'est ça de mémoire votre prénom? Nathalie, rien à voir. C'était votre point de dire, au fond, cette machine qu'on voit de loin, là, on a un projet citoyen qui permet justement de refaire le lien. Donc, un projet tout à fait intéressant, je crois. Et puis, je crois qu'il y avait peut-être encore d'autres lauréats. Je
crois que malheureusement, ils n'ont pas pu être présents, sauf si j'en oublie. Mais on avait Vivre en forme qui n'a pas pu être là et Madada qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre non plus. Peut-être qu'ils nous regardent en ligne et on leur donne rendez-vous. Enfin, on les félicite bien sûr et puis on leur redonne rendez-vous très bientôt. Mais je crois qu'il y avait d'autres témoignages. Ouais, est-ce qu'il y a, dans la deuxième partie de la pièce, j'allais dire, ceux qui ne sont pas au premier rang et qui ne sont pas donc, ni les agents des ministères ni les lauréats, des prises de parole. J'aperçois quelques visages qui étaient là lors du lancement de Montrouge. Je ne sais pas si les uns et les autres vous souhaitez intervenir, poser des questions, avoir des commentaires. Peut-être pour. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent pour lancer une perche là aussi, mais Pierre-Louis, vas-y. Bonjour. Alors, avec ma collègue Bérangère, on travaille à l'Agence nationale de la cohésion de territoire, donc on est aussi des agents publics du fond de la salle. Donc moi, je suis directeur stratégie et innovation à l'agence, et juste pour dire que on aura à cœur de se faire les ambassadeurs de tous les candidats auprès des collectivités territoriales, des élus, des préfets et de tous nos partenaires. Donc voilà, on est une agence qui est présente en métropole, en Outre-mer, donc vous pourrez compter sur nous. On a une obsession, nous, c'est de pérenniser les projets. Pour nous, ça passe par la territorialisation et par des gouvernances ouvertes. Donc on travaille sur les communs numériques, sur les communs de façon générale, et je pense notamment à tout le réseau de tiers-lieux qu'on anime via la politique publique de soutien aux tiers-lieux. Il y en a plus de 3500 en France avec des Fab Labs, des hackerspaces, des makerspaces. Donc là aussi, je pense que ça peut être des relais où se mêlent les citoyens, les élus, les agents publics qui pourraient être intéressants. Donc à disposition de tout le monde pour avancer. Je remercie vous voyez, les agents publics qui se lèvent pour dire qu'à titre citoyen et professionnel, ils vont aider nos lauréats à prospérer. Donc ça, c'est doublement merci. Est-ce qu'il y a d'autres agents publics ou citoyens ou... Voilà. Bonjour, Marianne Biard, agent public aussi, du coup. Donc côté ministère de la Santé, donc quand vous parlez du premier événement, ça résonne fortement en nous et le ministère de la Santé est très très intéressé là-dessus. Moi, je suis à la délégation du numérique en santé et en plus en parallèle, on organise en ce moment un tour de France des différentes villes autour de la stratégie d'accélération du numérique en santé. Donc ça pourrait peut-être être utile de converger nos efforts pour pouvoir éventuellement sourcer des projets et après les identifier et les accompagner avec vous. Donc nous, la porte est grande ouverte et on est très mobilisés aussi sur ce sujet-là. Je voyais mon voisin sur l'open data qui voit, à mon avis, tout à fait le lien à faire avec aussi les données, non pas individuelles de santé, ça c'est le Health Data Hub, mais des données populationnelles agrégées. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Oui, bonsoir, merci Madame la Ministre. Donc moi je suis Stéphanie du French Impact, donc je ne suis pas une agente publique mais une structure qui favorise une action sociale et qui crée des ponts justement entre les initiatives citoyennes et aussi les fonctionnaires. Donc on est forcément ravis et hâte de pouvoir contribuer aussi à cette formidable initiative et on commence déjà à croiser les synergies avec mon voisin Paul puisqu'on a au French Impact un réseau territorial, mais aussi européen, international, et je pense que ça va intéresser plein des structures, puisque l'idée, c'est de les accélérer, et bien sûr, on est à disposition des équipes de l'accélérateur pour aller plus loin. Et Paul, du coup, je te laisse la parole. Si tu veux. Voilà, ce sera la dernière intervention, du coup. Ça marche, donc Paul Durand, agent citoyen. Avec Base Impact, évidemment, on est ravis de voir l'émergence du service public augmenté, qu'on appelle de nos voeux depuis quelques temps. Et puis, ce que je veux dire, c'est qu'avec notre organisation, donc on est aussi en train de monter des programmes d'accélération de projets citoyens. Donc, comme le disait Stéphanie, au niveau européen, comment est-ce qu'on les passe à l'échelle, comment est-ce qu'on les pérennise. Donc ça, c'est aussi nos grandes questions. Une fois que ces projets ont émergé, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça passe d'initiative citoyenne à quelque chose qui deviendra des futurs services publics. Évidemment, dans ces optiques-là, on a absolument à cœur d'apporter tout ce qu'on peut pour aider et soutenir vos démarches en France comme en Europe, puisqu'on pense qu'il y a vraiment un leadership fort de la France à pousser à ce niveau-là. Cette initiative, elle est extrêmement ambitieuse, extrêmement louable de votre part, et je pense que c'est quelque chose qui peut faire des émules au niveau européen. Alors, je remercie Paul parce qu'il m'a donné le mot de la conclusion de manière tout à fait non programmée. C'est l'avantage du partenariat. Non, je voulais vous dire que d'abord, merci à tous et toutes, d'avoir contribué à réfléchir à ce que pouvait être le service public augmenté, à beaucoup d'entre vous. 2, d'avoir répondu à l'appel à projet, parce qu'il a fallu aussi, je pense, un peu de foi en le service public quand vous avez envoyé votre dossier, de vous dire que ça allait pouvoir devenir quelque chose de vrai, et pas juste un dossier parmi tant d'autres. 3, pour les citoyens qui ont pris de leur temps. On a compris que les 2 jours avaient été intenses et qu'il avait fallu du café et de l'énergie, donc... merci pour ça. 4, remercier évidemment les agents publics qui se sont mobilisés soit au sein de la DITP et de la DINUM côté numérique ou transformation publique, soit déjà dans les ministères pour être ce que j'appelle les agents accueillants de ces projets lauréats.
Et 5, vous dire que ce sujet d'aujourd'hui, eh bien, il sera au cœur des échanges que je vais avoir mercredi et jeudi avec mes homologues européens, puisque je reçois mes 26 homologues à Strasbourg, au sein de l'Institut national du service public. Vous savez qu'il a pris la suite de l'École nationale d'administration. Nous avons mis le service public au cœur et on veut que ce service public, on le pense, on le crée, on le conçoive très différemment de ce qu'on a pu faire au cours du XXe siècle. Et donc, dans l'échange que j'aurai avec mes homologues, eh bien, nous reviendrons sur la manière dont la France positionne les enjeux de transparence, d'open data, positionne l'engagement citoyen, le service public augmenté, positionne aussi toute la vision, j'allais dire, inclusive, comment les citoyens ont leur mot à dire, d'abord pour juger de la qualité des services publics, nous dire ce qu'ils en pensent, qu'on puisse se remettre en question et comment surtout on peut l'améliorer avec les forces vives qui ne sont pas strictement au sein des administrations, qui ne sont pas strictement des agents publics. Et donc, c'est aussi forte au fond de vos témoignages, de vos projets, je crois de ce premier succès, mais qui a vocation à être répété, à s'approfondir. On fera évidemment le bilan au bout des 3 mois avec les 9 premiers, cobayes, de ce qui vous a semblé intéressant, efficace, peut-être moins efficace, pour qu'on puisse effectivement s'ajuster en continu. Et donc, voilà, vous dire que l'événement d'aujourd'hui, il a une suite européenne dès mercredi soir. Et donc, c'est très, je crois, positif de se dire qu'on sème des petits cailloux, on espère qu'on donne des idées à d'autres et que ça puisse essaimer au-delà de nos frontières. On est aujourd'hui vu comme le premier pays de l'open data, le pays moteur des communs numériques et de l'open source. Et donc, espérons que demain, on sera aussi le pays moteur du service public augmenté. Donc voilà, nous sommes convaincus qu'on a ici, en tout cas, de quoi faire, grâce à vous, un service public innovant, inclusif, moderne. Donc, on a de quoi faire. Merci beaucoup. Et le ministère du service public est donc très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui. Très bonne fin de journée à vous.